Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Au lendemain du vote de confiance accordé au gouvernement de Nawaf Salam, Israël affirme que son armée va rester, je cite, indéfiniment dans la zone tampon à la frontière avec le Liban. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a indiqué que l'armée israélienne allait rester indéfiniment dans la zone tampon à la frontière avec le Liban, où un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 27 novembre, après 2 mois de guerre ouverte avec le Hezbollah. Il y a une zone tampon à la frontière avec le Liban. Ce n'était pas facile, mais j'ai tenu bon et nous avons reçu le feu vert des États-Unis. Nous leur avons donné une carte et nous restons indéfiniment, a déclaré Katz lors d'une conférence réunissant des généraux et des dirigeants régionaux selon un communiqué publié par son bureau de presse. Face à ces affirmations, la diplomatie française opte pour des efforts pour assurer le retrait israélien du Liban Sud. La secrétaire générale du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Marie Descottes, a été reçue par le Premier ministre libanais Nawaf Salam et le ministre des Affaires étrangères Youssef Raji, en présence de l'ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre de la résolution 1701 de l'ONU, le rôle de la FINUL au Liban Sud et la pression sur Israël pour cesser ces violences de la souveraineté libanaise. Anne-Marie Descottes a réaffirmé la volonté de la France de poursuivre ses efforts diplomatiques et d'organiser une conférence internationale sur le Liban afin d'adopter un soutien financier sous condition de réforme gouvernementale et de réactivation des institutions libanaises. La question de retour des réfugiés syriens a également été abordée. Beyrouth insiste sur l'importance de leur retour en Syrie dès que les conditions le permettront, avec un soutien pour la reconstruction de leurs villes et villages. Dans le cadre de son partenariat avec France Média Monde, FMM lance son hub régional depuis l'ESA à Beyrouth. Le groupe France Média Monde a inauguré hier une nouvelle présence en langue arabe, un hub régional qui vise à renforcer sa couverture de l'actualité du Proche et du Moyen-Orient et à répondre au format numérique. Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée à l'École supérieure des affaires en plein cœur de Beyrouth, en présence de plusieurs médias francophones et arabophones, Marie-Christine Saragosse, la directrice générale de FMM, a déclaré qu'à travers ce hub régional, France Média Monde poursuit sa stratégie de proximité géographique et linguistique. L'année dernière, en 2024, le groupe a totalisé 4 milliards de vidéos vues sur le numérique. Donc vous voyez qu'on ne part pas de rien en matière de numérique. Et nous comptons plus de 125 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Les différents intervenants se sont penchés sur l'importance de promouvoir le multiculturalisme au sein d'une entreprise où exercent des journalistes de diverses nationalités en totale harmonie. Une initiative qui vise également à assurer une rédaction 100% numérique pour enrichir les offres arabophones de France 24 et Monte Carlo Doualiya. France 24, Marie-Christine le disait, c'est une marque, c'est 4 chaînes en français, en anglais, une chaîne qui date qui a maintenant presque près de 20 ans. Et c'est important de le dire parce que dans ce hub, ici, à Beyrouth, il y a des journalistes libanais, mais il y a aussi des journalistes de différentes nationalités. La rédaction à Beyrouth, comme les rédactions arabophones basées à Paris, produit une information libre, vérifiée et indépendante sur l'actualité du Proche et du Moyen-Orient. La cérémonie a été clôturée par une mise en scène sur la désinformation en présence de journalistes récemment recrutés. Un moment d'émotion intense en Cisjordanie. Un bus transportant des prisonniers palestiniens libérés par Israël est arrivé à Ramallah où une foule en liesse les a accueillis avec ferveur. Cette libération s'inscrit dans le cadre d'un échange au cours duquel le Hamas a remis les corps de 4 otages israéliens, tandis qu'Israël a libéré environ 640 prisonniers palestiniens. En Cisjordanie occupée, les prisonniers libérés ont été accueillis par une foule en liesse, scandant des slogans et célébrant leur retour. À Gaza, des centaines d'autres détenus sont également arrivés dans le sud de l'enclave. Drapés dans des kéfillés, les ex-détenus ont été acclamés à leur descente du bus. Certains ont été portés en triomphe, tandis que des retrouvailles poignantes avaient lieu avec leurs familles. Plus de 600 prisonniers palestiniens ont été libérés, avec un total prévu de 1100 d'ici le 1er mars. Du côté israélien, 29 otages ont été libérés, dont 4 décédés.
Cet échange, le dernier dans le cadre de la trêve négociée par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, marque une avancée dans les discussions alors que la première phase du cessez-le-feu doit s'achever ce samedi. Cette libération s'inscrit dans le cadre de l'accord de trêve à Gaza en vigueur depuis le 19 janvier, après 15 mois de conflit. Alors que 1700 prisonniers palestiniens ont été libérés depuis le début du cessez-le-feu le 19 janvier, 33 otages israéliens, dont 8 décédés, ont été rendus à Israël. Le Hamas insiste désormais sur l'ouverture des négociations pour une seconde phase visant à mettre fin définitivement au conflit et à libérer tous les otages restants. Malgré la trêve, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé des cibles à Gaza après un tir de projectiles. Des discussions seraient en cours pour prolonger l'accord avec une délégation israélienne attendue à Doha ou au Caire. Un pas de plus vers le dialogue entre Moscou et Washington. Des diplomates russes et américains se sont réunis à huis clos à Istanbul pour discuter de leurs relations bilatérales alors que les deux pays affichent une volonté de dialogue sur le conflit en Ukraine. Cette rencontre fait suite à un appel entre le président Vladimir Poutine et Donald Trump le 12 février, suivi d'une première réunion diplomatique le 18 février en Arabie Saoudite. Moscou espère capitaliser sur ces discussions pour renforcer les accords passés à Riyad. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a reconnu que les relations restent tendues, mais souligne une volonté politique de dialogue. Il insiste sur le fait que personne ne s'attend à des solutions faciles et rapides, mais salue un changement d'attitude de Washington. Ce dialogue suscite des craintes à Kiev et en Europe, où l'on redoute un accord entre Moscou et Washington qui marginaliserait les alliés de l'Ukraine dans le règlement du conflit. Outre les questions diplomatiques, les discussions portent également sur la coopération économique, énergétique et spatiale, notamment en Arctique. Un coup dur pour l'aide internationale. L'administration de Trump coupe massivement l'aide internationale. L'administration de Donald Trump a annoncé une réduction spectaculaire de 92% des financements alloués au programme à l'étranger par l'USAID, l'agence américaine de développement. Cette décision vise à économiser 60 milliards de dollars pour les contribuables. Sur les 5 800 financements accordés dans le monde, seuls 500 ont été maintenus, notamment pour des aides vitales en alimentation et soins médicaux contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Des pays comme le Liban, Haïti, le Venezuela et Cuba continueront cependant à recevoir du soutien. Alors que la justice fédérale a suspendu cette décision, la Cour suprême a donné un répit à l'administration Trump en gelant temporairement le rétablissement des aides en attendant un jugement définitif. Des ONG dénoncent des conséquences catastrophiques, avertissant que des millions de personnes risquent la famine et des enfants pourraient naître avec le VIH. L'USAID, qui gérait un budget de 42,8 milliards de dollars, subit de fortes réductions d'effectifs avec 1600 licenciements et un personnel largement placé en congé administratif. Cette décision, conforme à la promesse de Trump de réduire les dépenses publiques, suscite une vive opposition, notamment au Congrès et parmi les syndicats. Le Louvre enrichit sa collection d'icônes chrétiennes d'Orient, un événement majeur dans le monde de l'art et du patrimoine religieux. Le musée du Louvre vient d'acquérir une précieuse collection privée libanaise de 272 icônes chrétiennes d'Orient. Ces œuvres exceptionnelles, rassemblées par Georges Abou-Adal, proviennent de Grèce, de Russie et des Balkans, couvrant une période allant du XVe au XXe siècle. Parmi elles, un ensemble rare d'icônes du XVIIe siècle, provenant notamment d'Alep, de Jérusalem et du Liban. Ces trésors viendront enrichir le futur département des arts de Byzance et des chrétientés, des chrétiennes d'Orient du Louvre, qui ouvrira ses portes en 2027 sur une surface de 2200 mètres carrés, rassemblant près de 2000 œuvres. Rendez-vous donc en 2027 pour découvrir ces trésors de l'histoire chrétienne et byzantine au cœur de Paris. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Télé Liban.